Il était une fois 3 cavaliers. Le premier, tout caparaçonné d'or, brillait comme un soleil. Le deuxième, vêtu de blanc et d'argent, étincelait. Le troisième, couleur de bronze, était gris de la tête aux pieds. Tous les trois hantaient l'épaisse forêt proche d'Osaka. Les froides nuits d'hiver, les pauvres bûcherons les entendaient passer. Quelquefois, ils apercevaient les grandes épées scintiller sous la lune, et chacun rentrait chez soi terrorisé. Une nuit de Nouvel An, le pauvre Gohei tremblait de froid dans sa cabane. Il décida d'arracher quelques lattes pour allumer un feu. À peine avait-il enlevé 3 planches que surgissait devant lui un petit vieillard, débusqué dans sa cachette. Qui es-tu et que fais-tu sous mon plancher demanda Gohei. Je suis le dieu des pauvres, et je m'étais réfugié chez toi afin de passer tranquillement l'hiver, fit l'intrus. Gohei, qui avait bon cœur, l'invita à se chauffer et partager son modeste repas. Quand le dieu eut bien vidé son écuelle, il se caressa l'estomac avec satisfaction et déclara: Maintenant, je boirai volontiers un petit verre de saké. Je n'ai pas de saké, avoua Gohei. Comment? Pas une goutte d'alcool pour fêter le nouvel an? Je t'ai déjà offert tout ce que j'avais, fit Gohei, et je ne le regrette pas, ajouta-t-il, car nous avons conversé de bonne amitié, et c'est le plus agréable nouvel an que j'ai vécu depuis longtemps. Tu es un brave garçon, fit le dieu des pauvres, mais tu es décidément trop gueux, même pour moi. Aussi vais-je abandonner ta cabane. Avant, je te confierai un secret qui te permettra, si tu le veux, de devenir riche. Que dois-je faire? Interrogea Gohei, les yeux brillants. La prochaine fois que passeront 3 cavaliers, saisis un cheval par la bride et arrête-le, quoi qu'il t'en coûte. Sur ces mots, le dieu des pauvres s'évanouit dans l'air si prestement que Gohei crut à demi avoir rêvé. La nuit suivante, Gohei, tout tremblant mais résolu, se tenait au milieu du sentier qu'empruntaient les 3 cavaliers. Minuit sonnait. Comme l'ouragan, ils arrivèrent. Le premier était vêtu d'une longue tunique d'or, la face couverte d'un masque si horrible que Gohei recula d'un pas. Le deuxième, blanc et argent, était déjà là. Il brandit une épée menaçante et passa. Le dernier cavalier était gris. On le distinguait à peine dans la nuit. Gohei se jeta sur lui, agrippa les rênes. Le cheval se cabra, se dégagea. Et bientôt s'estompait dans le lointain le galop des 3 cavaliers. Désespéré, Gohei rentra dans sa cabane. Il y trouva le dieu des pauvres. Gohei, Gohei, fit celui-ci en hochant la tête, tu ne veux donc pas sortir de ta misère? Écoute, je veux bien t'accorder une ultime chance. Cette nuit, place-toi sur le chemin des 3 cavaliers. Essaie d'en arrêter un. Si tu n'y parviens pas, tu resteras toute ta vie un train de misère. Il ne te faut que du courage. Ton destin est entre tes mains, insista-t-il. Et le dieu disparut, laissant en ces lieux et places une légère fumée. Le lendemain, il fit moins froid. La terre devint boueuse. Gohei, qui avait répété 100 fois les gestes nécessaires, eut peur de glisser. À minuit, arc-bouté solidement au milieu du sentier, il attendait tous les sens en éveil. Soudain, au loin, le galop sourd des chevaux. Le premier déjà arrivé, immense, doré, effrayant, il rayonnait sous les éclats de la lune. Gohei écarta les bras. D'un bond prodigieux, le cavalier sauta l'obstacle et passa. Le deuxième était là. Gohei se jeta sur les rênes, mais elles glissèrent entre ses mains dans un éclair argenté. Alors, Gohei résolut de mourir plutôt que de laisser s'échapper le dernier cavalier. Il saisit la bride du cheval gris, s'y accrocha, il s'y cramponna les ongles et les dents, il s'y pendit de toutes ses forces. Le cavalier leva sa grande épée, le malheureux ferma les yeux mais ne lâcha pas les rênes. Il était emporté, traîné, secoué comme un sac de riz. Il résistait toujours. Peu à peu, l'allure du cheval gris ralentit. Gohei ouvrit les yeux, le cavalier avait disparu. À sa place, il tenait entre ses mains une besace emplie à ras-bord de pièces en bronze. Gohei ne posséda jamais de pièces d'or ou d'argent. Il ne fut jamais riche, mais il eut assez de pièces en bronze pour vivre décemment. Il épousa une jeune fille modeste et sage. Ils eurent beaucoup d'enfants, et ils vécurent heureux, longtemps. La
femme de glace. Il était une fois un jeune homme seul. Il vivait dans une pauvre cabane, sans amis ni parentèle. Un matin d'hiver, il observait les stalactites qui se formaient au bord du toit, gouttes de cristal étincelant dans le soleil. Il s'écria: j'aimerais que le ciel m'envoie une épouse qui eût la blancheur irisée, la merveilleuse beauté de la glace. Ce soir-là, il s'apprêta à se coucher quand l'on frappa à la porte. Qui est là? Je suis la jeune fille que vous avez réclamée ce matin au ciel. Je viens m'offrir à vous comme épouse. Le jeune homme intrigué ouvrit aussitôt. Sur le seuil se tenait une jeune femme très belle. Ses mains étaient opalines, ses joues nacrées scintillaient sous la lune. Entrez, fit-il séduit. Quand la jeune femme fut installée dans la cuisine, il l'interrogea. Êtes-vous bien décidée à m'épouser? Je suis pauvre, je loue mes services à qui veut bien m'employer. Je suis un mauvais parti, et vous êtes si belle. Elle répondit qu'elle savait tout cela, et que, s'il voulait bien l'accepter, elle resterait dans sa maison. Ils se marièrent et vécurent toute une année dans une harmonie parfaite. Un jour, l'un de leurs voisins, qui était un homme serviable et courtois, les invita à une fête d'anniversaire. Il leur proposa d'utiliser à cette occasion le bain chaud qu'il venait de faire installer chez lui et dont il était très fier. La femme refusa, prétextant qu'elle craignait l'eau chaude par-dessus tout. Mais le jeune mari insista. Nous ne pouvons offenser notre hôte, un voisin si aimable. Elle céda. Le soir du bain, le mari, ne la voyant pas revenir, s'inquiéta. Il alla la chercher. À la place, il ne trouva que 2 rubans bleus et un peigne d'écaille qui flottait sur l'eau. La femme de glace avait fondu. Ainsi a-t-il été rapporté. Choi-Yung, la courtisane. Un haut chignon, des coques en ailes de phénix coiffant ses cheveux de jais, les joues de porcelaine, des pieds délicats. Elle avait 15 ans, Choi-Yung, et la taille si fine qu'au moindre souffle on craignait qu'elle s'envolât. Au pavillon bleu, elle était la plus sollicitée des courtisanes. 1 heure en sa délicieuse compagnie valait 13 pièces d'or. Sa mère jalousement y veillait. Mais il est vrai qu'elle chantait comme le rossignol prônier. Ses doigts vous effleuraient comme la rosée, et le regard de ses yeux noirs était déjà une caresse. On venait de loin dans la petite ville de Yuan pour l'admirer. Elle servait le thé, jouait de la cithare, et même aux échecs avec ceux dont la bourse était modeste. Seuls les riches marchands, quelques mandarins de passage, la suivaient dans les appartements privés. Parmi ses admirateurs, il y avait un beau jeune homme, pauvre, un artiste, qui la regardait de loin avec ferveur. Un jour, il put réunir assez d'argent pour offrir à Choi-Yung un modeste présent. Il s'avança au milieu des prétendants. Leurs yeux un bref moment se croisèrent, et à l'instant, une douceur inconnue envahit leur cœur. Oyo, dans sa main, tenait un poème. Il le donna à la jeune fille. Elle le prit sans un mot. Le lendemain, il était là, mais il n'avait plus assez d'argent pour offrir un nouveau présent, et il ne put s'approcher. La terrible marâtre veillait. Un tableau qu'il vendit permit enfin à Oyo d'acheter un cadeau honorable. Il fut autorisé à prendre le thé en compagnie de sa bien-aimée. Ils parlèrent peu, et suivant le rituel, car chacun les observait. Mais en s'inclinant devant un sourire pour lui signifier la fin de l'entretien, Choi-Yung glissa un billet dans la main du jeune homme. Le cœur battant, Oyo le lut dès qu'il fut hors de vue. Ainsi il était écrit. Automne de pluie et de vent, mélancolie, soudain paraît mon ami, et mon cœur est guéri. Et quelques lignes plus bas, il déchiffra un second poème qui l'émut jusqu'aux larmes. Les bateliers aiment les voyageurs, certains traversent, moi pas, certains traversent, pas moi. Tout était dit, l'amour, l'espoir, la promesse. 2 jours plus tard, il réussit à faire parvenir à Choi-Yung sa réponse. Hiver glacé, route enneigée, si vous êtes ma tendre amie, main dans la main, nous ferons le chemin. Quand il se présenta au pavillon bleu, Oyo fut abordé par une servante. « Suivez-moi, dit-elle. » Ils traversèrent la foule.
installé à sa place habituelle. J'accorde un entretien privé à ce jeune homme, expliqua-t-elle, pour un cadeau secret qu'il me fit. Les hommes qui l'entouraient s'inclinèrent. Elle pria Oyo de s'asseoir auprès d'elle. Voulez-vous passer la nuit avec moi demanda-t-elle, afin de converser et de mieux nous connaître. Hélas, répondit Oyo, j'ai épuisé mes faibles ressources. Je ne suis qu'un pauvre lettré. L'intimité de votre corps est pour moi un rêve merveilleux et inaccessible. Alors ils se turent, assis tristement l'un à côté de l'autre. Bientôt la marâtre intervient. Elle fit signe à Choueng-Yu. Un riche marchand la réclamait. Les jeunes gens se quittèrent. Oyo, accablé, résolut de ne plus revenir au pavillon bleu. Il adressa à sa bien-aimée ce dernier poème. Aussi longtemps que nous mangerons le riz de ce monde, nous serons séparés. Dans notre tombeau, enfin, nous dormirons ensemble. Une semaine plus tard, Oyo quittait la ville et les mois s'écoulèrent au sablier du temps. Un soir d'hiver, la neige tombée en abondance avait tout revêtu de silence. Au pavillon bleu, les clients étaient rares. Un étrange visiteur se présenta, qui portait des habits inconnus dans la contrée. À la main droite, il avait une bague ornée d'un serpent dragon aux yeux jaunes. L'homme était riche, et il obtint sans peine un entretien avec la perle des courtisanes, Choueng-Yu. Elle commença à jouer pour lui sur sa cithare un air mélancolique, en l'accompagnant de sa voix mélodieuse. Le visiteur la regardait avec bonté. Soudain, il leva un doigt, le posa sur le front de la jeune fille, en disant par deux fois ces mots. Dommage, dommage. Et il s'en alla, aussi mystérieusement qu'il était venu. Le soir, en se couchant, Choueng-Yu vit dans son miroir une tache noire qui était apparue à l'endroit où l'étranger l'avait touchée au front. Elle se lava avec énergie, mais la tache ne s'effaça pas. Les jours qui suivirent, elle s'étendit au contraire à tout le visage. Quelques semaines plus tard, Choueng-Yu, la face noire et crevassée comme celle d'un démon, avait perdu sa beauté. Les clients refusaient désormais de payer pour la voir ou l'entendre chanter. Elle devint un objet d'horreur. La marâtre la plongea tout entière dans un baquet, l'injuria, l'abattit, rien n'y fit. Alors on voit la malheureuse aux plus basses besognes. Fille de cuisine, souillon, souffre-douleur des plus humbles servantes, elle devait coucher à l'écart sur un tas d'ordures. Oyo apprit un matin de la bouche d'un voyageur l'histoire extraordinaire d'une courtisane de la petite ville de Yuan. Il s'enquit de son nom. Quand il connut la déréliction où était tombée sa tendre amie, il vendit tous ses biens, et même un champ qu'il avait reçu en héritage. Il se présenta au pavillon bleu et proposa à la maîtresse de racheter sa fille. Celle-ci y consentit, trop heureuse de se débarrasser d'un monstre. Ils s'en allèrent en silence. Choueng-Yu avait caché sa face noire sous un pan de son manteau. Ils vivaient heureux, mais Choueng-Yu ne se consolait pas d'offrir à son bien-aimé le spectacle de sa face de démon. « Oh, mon mari, mon maître, mon ciel, disait-elle, comme j'aimerais vous présenter un visage plus convenable. » Oyo la rassurait, mais il souffrait parfois de devoir cacher son épouse, et chacun murmurait qu'une telle laideur était la punition des dieux pour quelques horribles méfaits. Il allait tous les mois à la grande ville pour vendre les tableaux qu'il peignait. Un jour, il rencontra un homme étrange qui portait à l'index de la main droite une bague sur laquelle était gravé un serpent dragon aux yeux jaunes. « Pourquoi peignez-vous des femmes sans visage ?» demanda avec bonté l'étranger. Oyo, qui se sentait le cœur plus lourd, raconta son histoire. « Je suis médecin, dit l'homme. Me permettez-vous d'essayer sur votre épouse une recette dont j'ai le secret ?» Oyo accepta, à la condition que Choueng-Yu ne dévoile pas sa face noire. L'homme vint dans la maison. Il se fit apporter une bassine remplie d'eau, où il traça avec son index des signes mystérieux. « Que votre épouse se lave avec cette eau, dit-il. Elle retrouvera son visage d'autrefois. » Choueng-Yu s'exécuta. Elle redevint si belle que la lumière du soleil pâlissait devant la nacre de ses joues. Mari et femme remirent
remercièrent avec effusion leur bienfaiteur. Celui-ci